Bonjour, bonsoir, amis Gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors, vite fait, d'abord, euh, une petite info pour ceux que ça pourrait aider à comprendre le dossier Pierre Palmade. Pourquoi il n'est pas en prison, hein. Tu penses bien que si c'était Dieudonné ou Tariq Ramadan ou un mec qui s'appellerait Mouloud, hein, ou un gilet jaune qui aurait provoqué cette tragédie de cet accident mortel en étant sous drogue, il serait déjà en prison. Point barre. Hein, et pour plusieurs années. Et c'est ce qui arrive à... je veux dire, je crois qu'il y a 3 ou 4 000 morts par an sur la route. Et tous ceux qui sont ivres-morts ou drogués à mort et qui provoquent la mort, ils sont en prison. Et bon, c'est normal, on va dire. Hein. Parce que, ben voilà, c'est pareil, si tu fais cet accident, si tu veux, il y a des accidents où il y a des morts et il n'y a personne en prison. Parce que c'est un accident. Et comme on dit, bon, les avocats défendent en disant, bon, bah, attendez, le gars qui est responsable de l'accident, il s'est pas levé ce matin en voulant tuer ces personnes. Hein, c'est un homicide involontaire. Et à partir du moment où le mec, il n'est pas alcoolisé, il n'y a pas de circonstances aggravantes, même si c'est dramatique et tragique, on dit c'est un accident. Souvent, bon, c'est plutôt voilà, ou la vitesse, ou une erreur, ou le soleil qui frappe dans le visage, et il y a un accident. Mais à partir du moment où effectivement tu es totalement défoncé, là c'est tu as provoqué l'accident. Là, c'est toi qui tu ne devais pas prendre la voiture, point à la ligne. Boire ou conduire, il faut choisir. Bah, prendre de la cocaïne ou conduire, il faut choisir aussi. Il y a un moment, voilà. Mais donc tu t'aperçois que en effet, les médias le plaignent, le pauvre petit, il est malade, il faut le comprendre. Et là, donc, il est juste dans un hôpital pour le soigner de son addiction. Ah, c'est beau, hein, c'est beau, ça, si on pouvait faire comme ça à tout le monde. Et donc là, maintenant, il y a une couche supplémentaire, c'est que donc, c'était un pédocriminel. Je veux dire, en tout cas, bon, de mon point de vue, le simple fait de se délecter d'images pédocriminelles, ça fait de toi un pédocriminel. Hein. Tu alimentes ce réseau de dégénérés, de barbares et de criminels, quoi. Et ce qu'il faut savoir, enfin moi, ce qui me paraît être un élément important, une pièce de puzzle importante, et j'observe ce qui se passe, comme tout le monde, j'ai pas d'infos particulières, c'est que donc Pierre Palmade, c'est le réseau Muriel Robin, Mimi Mati, Brigitte Macron. Hein, et là, bon, bah après, ok, tu connais le dossier pédocriminel de Brigitte Macron, hein, qui a totalement assumé aujourd'hui dans les médias, puisque bah voilà, une institutrice peut détourner un de ses élèves. Enfin, alors il y a encore toujours plein de cas hein, où l'institutrice ou l'instituteur, s'il couche avec un ou une de ses élèves, il va en prison. Mais là, ils sont président et première dame de France. Donc là, tu as un réseau de perversité qui est installé, qui est là, qui est aux manettes. Et c'est ce qui fait qu'ils essayent d'atténuer le dossier Palmade. Donc, affaire à suivre. Hein. Mais c'est évident, encore une fois, que voilà, hein, tu as des gilets jaunes qui sont partis en prison tout de suite parce que simplement ils s'étaient fait rafler dans une manif et accusés de choses fausses. Et donc ils ont fait 4 mois, 6 mois, 8 mois de prison. Voilà, bon. Là, Pierre Palmade peut détruire la vie des gens
et consulter des images pédocriminelles en rigolant. Voilà, bon, affaire à suivre. Donc, bon, je voulais... alors, ouais, on a affaire, c'est ça, alors là, bon, sur le dossier des retraites, on voit bien que c'est en train de se tasser. L'opposition contrôlée est en train de mettre la pédale sur le frein. Hein. Normalement, là, les choses devraient s'accélérer, se radicaliser, etc. On file les rendez-vous des prochaines manifs de plus en plus éloignés. Faut savoir que je crois c'est la semaine prochaine, l'Assemblée est en vacances. L'Assemblée nationale est en vacances. Hein, voilà, et donc, bon, voilà, c'est terminé, en tout cas d'un point de vue politique et législatif. Et législatif, on sent qu'on va se faire totalement trimballer malgré une mobilisation de plusieurs millions de personnes qui s'opposent à cette arnaque de la réforme des retraites, puisque tout le monde a bien compris que de l'argent, il y en a partout, des centaines de milliards pour le confinement qui n'était pas nécessaire, des dizaines de milliards pour la guerre, des centaines de milliards pour l'aide aux industries, etc., etc. Il y a une réserve, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin il y a une réserve de 150 milliards pour les retraites, etc. Mais on te fait passer qu'il va falloir bosser 2 ans de plus, que les milliardaires français donc, s'en mettent plein les poches, les actionnaires s'en mettent plein les poches, il suffirait de les taxer de 1 ou 2%, tous ces méga bénéfices, et la réforme des retraites serait totalement financée, enfin les retraites seraient totalement financées. Donc c'est une méga arnaque, et encore une fois, et les médias, et les élites politiques s'entendent très bien pour la faire passer. Hein, point barre. On a affaire, voilà, à une élite, je l'ai déjà dit, qui a fait sécession des intérêts du peuple français, mais des élites d'Europe de l'Ouest hein, qui ont fait, et des États-Unis qui ont fait sécession. Et donc, on se retrouve véritablement coincé dans un cul-de-sac historique, et avec une incapacité populaire à se révolter pour remettre les choses à l'endroit. J'ai lu, alors j'ai peine à le croire, qu'un des prochains chantiers du méprisant de la République, c'est une réforme de la Constitution. On parle même de 6e République. C'est peut-être Macron qui va instaurer la 6e République. Alors, on est d'accord, hein, il ne va pas instaurer la première vraie démocratie demandée par les Gilets jaunes. Il va peut-être, hein, dans son salmigondi, nous présenter un RIC amélioré par rapport à ce qui pourrait exister aujourd'hui et nous dire, voyez, il fait quand même le boulot, voilà, pour faire passer tout le reste, évidemment. Hein, mais on est bien dans une destruction de tout ce qui faisait société il y a encore... depuis 50, 70 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sécurité sociale, etc., etc. Donc on est là-dedans, hein, on est dans un dépouillement de ce qui faisait France, société française, et occidentale en général. Hein, là, on va dire que tu as l'accélérateur justement de la guerre contre la Russie, où donc nous fournissons je ne sais pas combien les chiffres, hein, des dizaines de milliards d'armes, ou des centaines si tu comptes les Américains, donc pour détruire la Russie, rien de moins. Alors, et toujours, c'est ça qui est incroyable, en disant non, nous ne sommes pas belligérants. Hein, Macron ne fait pas la guerre à la Russie, non. Mais il fournit des milliards d'armes hein, qui sont utilisées pour tirer sur les civils de la ville de Donetsk. Moi, je me rappelle, encore une fois, que il y a une jurisprudence. On va dire, quand il y a un attentat terroriste, il y a simplement un braquage, un hold-up qui tourne mal et qui a mort d'hommes.
ceux qui fournissent les armes, ils sont aussi au tribunal. Hein, ils peuvent dire non, on n'a pas participé au braquage, on n'a pas participé à l'attentat, on a juste fourni les armes. Oui, mais c'est la même merde, tu fais partie des barbares, hein, évidemment. Et donc là, on est donc dans un discours politique foireux, où donc tu distribues des milliards d'armes, mais tu ne fais pas la guerre. Non. C'est évident que normalement, voilà, s'il y avait une communauté internationale sérieuse, tous les fournisseurs d'armes de cette guerre à un régime néo-nazi qui voulait faire l'épuration d'une partie de sa population, c'est une complicité pour le moins, hein, on est d'accord. Je rappelle que juste avant le 24 février 2022, donc l'opération spéciale russe, les Ukrainiens avaient amassé 150 000 soldats armés par l'OTAN pour envahir définitivement le Donbass et régler le compte des populations russes. Et que donc ça a été dans un sens la première victoire de l'armée russe, ça a été, ils interviennent juste avant cette offensive ukrainienne et ils ont détruit toute capacité de l'armée ukrainienne de réaliser ce projet d'invasion et d'épuration ethnique du Donbass. Voilà, alors évidemment, donc c'est ça, on est encore une fois dans cette stratégie des élites occidentales qui ont fait sécession des peuples occidentaux. Ça, c'est très important comme notion. Donc là, maintenant, ils détruisent volontairement donc le bloc européen. Le bloc européen dans le sens où De Gaulle l'appelait lui-même, c'est-à-dire de l'Atlantique, la France, à l'Oural, la Russie. Si tu avais pu constituer, si nous avions pu constituer ce bloc européen, c'est-à-dire bénéficiant des formidables potentiels en ressources russes et de la formidable ingénierie et industrie de l'Europe de l'Ouest, là nous avions un bloc politique et économique hyper puissant pour le siècle à venir. Hein. Et dans le cadre d'un monde multipolaire, c'était bonnard, entre guillemets, pour les Européens et pour le développement de l'Europe. Et donc ça, voilà, c'est refusé par le bloc donc, américain, OTAN, etc. Et donc ils nous ont jetés dans une guerre contre la Russie, avec nos élites qui ont fait sécession, encore une fois, des peuples, hein, ce qui fait qu'ils ne poursuivent pas l'intérêt de paix du peuple. Le peuple a un intérêt dans la paix avec la Russie. Et donc là, il y a la création d'un véritable mur, hein, comme le mur de Berlin, de la guerre froide, hein, d'un mur entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est en Europe, ce qui affaiblit l'Europe. Hein, c'est de toute façon, voilà, la destruction là, des oléoducs Nord Stream, hein, qui liait qui donc fournissait l'énergie russe à l'industrie allemande et française. Donc il a été détruit par les Américains, hein, pour empêcher le développement de l'Europe, que l'Europe de l'Ouest reste un client des États-Unis. Hein, voilà, point à la ligne. Et donc, voilà, on y est arrivé, hein, grâce à nos élites, hein, parce que nos élites auraient pu, au contraire, si Macron avait les épaules d'un De Gaulle, il aurait refusé, évidemment, de participer à cette guerre, il aurait parlé de paix, etc. Et il aurait renforcé ce bloc européen de l'Atlantique à l'Oural. Mais comme Macron a donc fait sécession du peuple français, comme l'allemand a fait sécession du peuple allemand et l'anglais a fait sécession du peuple anglais, on se retrouve voilà, avec une Europe amoindrie, détruite et dans la main des États-Unis, une Europe de l'Ouest. On voit bien que le bloc de l'Est, donc la Russie, survit beaucoup mieux à cet état de fait, hein, en s'alliant définitivement à l'Asie. Hein, donc ça sera un bloc euro-asiatique, donc avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Iran,
et bientôt la Turquie. Hein, et donc, ils s'en sortent beaucoup mieux. Leurs ressources, évidemment, les Russes, leurs ressources, ils vont les vendre ailleurs, point à la ligne. Hein. Donc voilà, on se retrouve dans cette merde. Bon. Et avec très peu de moyens d'action. Hein. Encore une fois, tu peux gueuler, ils n'en ont plus rien à foutre. Hein, et puis ils tiennent toutes les manettes, donc ils font ce qu'ils veulent. Et là, on se retrouve en face de choix historiques de la révolution violente. Hein, eux, ils vont jusqu'au bout, ils n'en ont rien à foutre. Et à la limite, le peuple, lui, il a des scrupules. On ne veut pas le chaos révolutionnaire. Donc on se retrouve là, coincé dans cette affaire. Voilà, qu'est-ce que tu veux que chacun, encore une fois, moi je considère que la meilleure des armes de chacun, c'est la désobéissance civile. Et je dirais que ce n'est pas... Alors le mot peut faire peur dans un sens, mais au bout du compte, tous ceux qui ont refusé la soupe ont fait œuvre et preuve de désobéissance civile. Et tu vois que ce n'est pas si dramatique que ça, il n'y a pas pour le moment en tout cas de vraies conséquences. Et même, bon, plutôt, ils s'en sortent, d'un point de vue sanitaire, ils s'en sortent pas trop mal, ceux qui ont fait œuvre de désobéissance civile. Donc je crois que c'est vraiment de ça déjà qu'il faut travailler, si tu veux. Il faut traîner des pieds hein, dans toute situation, dans toute circonstance. C'est la première des choses. Après, manifester, faire de la politique, lancer des alertes dans le sens où des fonctionnaires doivent nous donner des biscuits, si tu veux, pour dénoncer des scandales, des trahisons, des crimes. On a besoin évidemment d'informations pour faire tomber le système. Il faut que le système... Moi, il me paraît tellement puissant ce système que je pense que nous n'avons pas la capacité de le faire tomber, mais il a lui-même la capacité de s'effondrer. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va vers une solution, c'est vers l'effondrement du système mafieux. Voilà, aidé par des éléments extérieurs, ok, mais on peut constater que le peuple n'a pas les moyens pour le moment de renverser ce système. Alors, vite fait, je voudrais terminer par justement, malgré tout, des exemples de résistance. D'abord, alors c'est peu, mais c'est beaucoup. Je te passe le lien là de 3 vidéos. La vidéo des Gilets jaunes de Valence. Alors, tu vas voir qu'on fait une petite opération rôtissoir à la dernière des manifestations syndicales. Il n'était que 3. Il n'était que 3, mais à partir du moment où tu as la volonté de faire, ça marche. Hein. Donc ils se sont mis sur un point fixe avec une banderole, on va dire, avec une revendication radicale, et ils n'ont pas bougé, et donc tout le cortège syndicaliste est passé devant eux et ont vu la présence de la radicalité des Gilets jaunes. C'est pour ça que j'appelle ça une opération rôtissoir. Hein. Les syndicats, c'est le rôti, et le point gilet jaune, c'est le point chaud, et tout le monde passe devant le point chaud. Et donc, voilà. Pardon. Et donc, voilà, bon, c'est juste ça. Et tu vas voir, bon, tu as ceux qui n'en ont rien à foutre, mais ils récupèrent plein de réactions positives. Et voilà, c'est ce qu'on peut faire à notre mesure. T'es 3. Quand t'es 3, tu te dis, bon, bah... laisse tomber, allez, on rentre dans la foule. Non, tu peux faire un point chaud et bien te positionner et t'adresser à tous les syndiqués. Au bout du compte, tu vois, dans ces opérations-là, on s'adresse surtout aux syndiqués, on ne s'adresse pas vraiment à l'État. Hein, là, on s'adresse aux syndiqués, à ceux qui manifestent. Hein, réveillez-vous, radicalisez-vous un peu. Moi, je trouve ça nickel, si tu veux. Encore une fois, voilà, on ne peut pas, à Valence, ils ne peuvent pas faire la révolution. Mais ils font quelque chose. Deuxième lien, alors très important, sur la chaîne de Stan Mayo. Hein, normalement, je pense que beaucoup de gens maintenant sont quand même inscrits sur la chaîne de Stan Mayo. Donc, qui a trouvé un refuge
peut-être fragile et éphémère en Suisse, mais en tout cas, moi, ça me rassure, hein, tu vois, qu'il ne soit plus en France. Et donc, ils invitent à une conférence de presse le 25 février 2023 à Lausanne. Donc, je te mets le lien de la dernière vidéo qu'ils ont fait avec des Suisses pour préparer cette conférence de presse. Bon, ben voilà, hein, tu suis le lien et tu verras un peu les dossiers sur lesquels ils travaillent. Ils ne lâchent rien. Et enfin, je te mets la vidéo de Bertrand Scholler. Alors, Bertrand Scholler, c'est encore un peu un, un anonyme, un faux anonyme, parce qu'il a déjà été interviewé beaucoup sur Sud Radio. Il a même réussi à aller chez Hanouna et à parler positivement de la Russie, alors évidemment en se faisant engueuler. Hein. Et ailleurs, c'est un ingénieur qui est vraiment très intéressant. On a fait donc, nous, sur notre chaîne aussi, quelques interviews avec lui. Et j'apprécie beaucoup parce que c'est on peut dire, un ancien du système qui, donc, se libère du système, hein, et apporte énormément je dirais, de crédibilité à énormément de discours d'opposition. C'est vraiment très, très bien. Et là, donc, il vient nous faire une vidéo. Il a créé une chaîne il n'y a pas longtemps. Là, il fait des capsules et il vient de faire une vidéo. Il revient sur, dans un sens, les origines du chaos actuel qu'il situe, avec raison, au 11 septembre 2001. Donc voilà, très intéressant aussi. Et puis il aborde ça justement de manière assez factuelle, sans partir dans tous les sens. C'est très bien. Et donc voilà, très bien. Et j'espère qu'effectivement, on le retrouvera bientôt sur cette chaîne aussi pour mener des interviews. Il faut que je l'interviewe moi déjà directement. Et puis voilà, on a aussi donc on a ce projet, d'ailleurs, c'est un projet qu'il faut qu'on termine. On a commencé, mais qu'on consolide, hein, de faire des interviews, d'amener Bertrand Scholler à interviewer des dissidents, on va dire. Et puis, et donc on est en train aussi de discuter par ailleurs avec d'autres d'une émission, alors qui sera plus, justement, on n'a pas encore vraiment défini, mais qui sera un direct, un live, où vous pourrez venir intervenir. Et alors, je ne vais pas dire dans le genre Macha Merrill sur je ne sais plus quelle radio pendant toute la nuit, etc. Mais voilà, venir faire des petites annonces, si vous avez des petites annonces, j'ai envie de dire des choses à vendre ou vous recherchez, pourquoi pas, mais aussi des annonces de manifestations, des annonces d'initiatives, voilà, etc. Ou apporter des informations ou des coups de gueule, enfin voilà. Donc voilà, une sorte d'émission interactive qu'on va essayer de mettre en œuvre là très rapidement. Bon bah écoute, voilà, hein, on lâche rien, hein, comme d'hab. On observe ce qu'on peut observer, on combat ce qu'on peut combattre. Vraiment, effectivement, je pense qu'il faut s'ancrer sur cette notion de désobéissance civile. Ça peut être à toutes sortes de niveaux, chacun à son niveau dans un sens. Hein, refuser de collaborer. À une époque, je disais refuser de payer l'impôt parce que chaque euro qui ne va pas dans les caisses de l'État, bah, c'est un euro qui n'alimente pas la corruption et qui n'alimente pas la guerre. Ça fait un euro de moins pour la guerre. Et ne pas hésiter à aller chercher tout ce qui est allocation sociale ou quoi que ce soit, parce que chaque euro qu'on leur prend est un euro qui ne va pas dans la guerre ni la corruption. Voilà, c'est ça, toi, voilà, c'est la guerre. Ils nous font la guerre. L'élite nous fait la guerre. Donc n'hésite pas à te positionner en ennemi de l'État et fais ce que tu peux à ton petit niveau. Hein. Nous ne sommes que des particules, évidemment, mais résiste à tous les niveaux, désobéis à tous les niveaux quand tu peux, puis un jour tu peux pas, bah, parce que voilà, tu es en position de faiblesse, évidemment. Moi, je discute là en ce moment avec beaucoup de commerçants sur les marchés. C'est étonnant parce que ils n'ont pas, le commerçant sur le marché, c'est plutôt un capitaliste à son petit niveau. Ça l'a pas fait marrer l'épisode des Gilets jaunes,
mais ils ont un discours de plus en plus énervé, de plus en plus radical, de plus en plus proche des Gilets jaunes, mais ils sont dans l'incapacité de faire grève, par exemple, parce qu'ils se fusillent, hein, ils se détruisent s'ils arrêtent, s'ils ne vont pas bosser, ils sont esclaves hein, de leur activité. S'il y a un jour où ils ne viennent pas, 2 jours, 3 jours, et ben on mettra un autre marchand à leur place et eux c'est fini, ils restent chez eux et ils sont ruinés, quoi. Donc il y a toutes sortes de gens, il n'y a pas que, hein, il y a toutes sortes de gens qui sont salariés, etc., qui ne peuvent pas faire grève parce qu'ils se font virer le lendemain, quoi. Donc c'est pour ça que chacun à son niveau doit faire ce qu'il peut pour ne pas collaborer. Mais on ne peut pas tous faire la même chose. Voilà. Bon allez, à très bientôt les amis, on ne lâche rien.